quel autre grand rapport de domination il y a dans notre société? Le sexisme, absolument. Et donc vous voyez que le sexisme va fonctionner de la même façon, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'il y a des différences fondamentales entre les femmes et les hommes. Certes, il y a des différences biologiques. On va considérer que ces différences sont extrêmement importantes, qu'elles ont des conséquences extrêmement importantes sur l'organisation de la société. On va considérer que les hommes sont supérieurs, les femmes inférieures, et je pense que j'ai moins besoin de revenir sur le fait que c'est un système généralisé dans notre société, historiquement construit, et que malgré les progrès qui peuvent exister, on ne renverse pas ce système. Ça va? Et vous voyez que par exemple, si j'étais directrice d'une crèche, et que je ne recrute pas un homme qui est compétent, parce que je me dis, oh là là, les hommes dans une crèche, ça va être compliqué, les parents, je ne sais pas. En fait, je fais une discrimination à caractère sexiste, d'accord? C'est interdit par la loi, je peux être condamnée pour ça, mais pourtant je ne renverse pas le sexisme. C'est pas tout d'un coup toutes les femmes qui prennent le pouvoir dans la société. Donc vous voyez que ce soit racisme anti-blanc ou sexisme anti-blanc, sexisme anti-homme, en fait, c'est des expressions qui sont imprécises parce qu'elles mettent à un même plan des événements individuels ou microsociaux au même plan que des événements macrosociaux. Ça nous fait penser que ce serait la même chose. Ça va? Tout le monde tient le bout. Alors, racisme, sexisme, on en a 8. D'autres idées? L'âge, absolument, c'est ce qu'on appelle... Voilà, c'est l'agisme d'une manière générique pour pouvoir englober en fait les discriminations qui peuvent être faites à l'égard des plus jeunes ou à l'égard des plus âgés. Effectivement, c'est ce qu'on appelle l'agisme. Alors quand on travaille dans l'éducation, c'est quelque chose qui est extrêmement important à scanner parce qu'on va avoir des représentations sur les personnes plus jeunes qui peuvent influencer notre manière de travailler avec, notamment parce qu'on a des pouvoirs particuliers qui sont des pouvoirs de sanction, d'exclusion, d'évaluation qu'on n'aurait pas dans un groupe vis-à-vis d'autres adultes, par exemple. Donc c'est des rapports de pouvoir qui sont à interroger si on veut mettre en place ce qui s'appelle une pédagogie inclusive. Quoi d'autre? Racisme, sexisme, agisme. Religion. Religion, absolument. Le religionnisme, ça s'appelle. Et un des rapports religionnistes les plus connus, c'est l'antisémitisme. Quoi d'autre? Pardon? Le genrisme, absolument. Alors qu'est-ce que c'est le genrisme? Dans le sexisme, c'est qui domine? C'est les hommes. Et dans le genrisme? Masculin. L'hétérosexuel. Le masculin. Non. C'est les personnes qu'on appelle les personnes cisgenres. Ah, oui. Donc les personnes cisgenres, c'est les personnes à qui on a attribué un genre en fonction de leur sexe biologique. Donc moi, par exemple, je suis née de sexe biologique femelle. On a considéré depuis ma naissance que je suis une femme. Et effectivement, je m'identifie comme femme. Je suis donc une personne cisgenre. Une personne transgenre serait une personne qui est née avec un sexe biologique auquel on a attribué un genre et qui ne s'identifie pas comme dans ce genre. Par exemple, si je m'identifiais comme homme. Ça va? Donc, dans notre société, on va considérer que le sexe biologique est binaire, ce qui n'est pas le cas puisqu'il existe des personnes intersexes. Une naissance sur 10 000 est une personne intersexe, donc on n'a déjà pas une binarité dans le sexe biologique. Et sur le genre, c'est pareil, on va penser qu'il y a homme-femme. D'accord, c'est une structure très rigide. Pourtant, il y a des personnes qui s'estiment, qui se considèrent non-binaires, fluides, bigenres. Voilà, il y a d'autres identités de genre qui existent. Mais vous voyez qu'à chaque fois qu'on va transgresser dans notre société la rigidité de ces codes de genre, en général, il y a des conséquences assez négatives, très négatives même. Comment est-ce qu'on appelle une petite fille qui joue au foot? Un garçon manqué. Un garçon qui veut faire de la danse classique? Une tapette. Donc vous voyez, même plus tard, quand on prend dans sa carrière des postes à responsabilité, ou que par exemple une femme veut faire un métier considéré comme masculin, c'est des milieux qui sont très difficiles. Et vous voyez que du coup, transgresser la norme de genre dans notre société, ça amène une violence très forte. Donc c'est ça qu'on appelle le genrisme. C'est un rapport de domination sur la notion de genre. J'entendais dire
tout à l'heure, les personnes qui ont le pouvoir, c'est les personnes hétérosexuelles. Ça va concerner un rapport de domination ici qui s'appelle l'hétérosexisme, où on va considérer que les personnes qui sont supérieures sont les personnes hétérosexuelles, et les personnes qui ont tout autre type de sexualité ou d'affect vont être considérées comme inférieures. Et vous voyez que jusque récemment, dans la loi en France, on avait une loi qui interdisait l'accès à l'institution du mariage aux personnes qui n'étaient pas hétérosexuelles. Donc c'est ça qu'on appelle l'hétérosexisme. Alors, je vais vous mettre la liste en entier. Donc on a parlé du racisme, du sexisme, du genrisme. Il existe le validisme sur le handicap, absolument. Le validisme, c'est du coup considérer que les personnes qui sont entièrement valides, physiquement, mentalement et psychiquement, seraient supérieures et les autres seraient inférieures. Et la société va être organisée de telle sorte que si on a un handicap, bah, ça va être compliqué de circuler, d'avoir les mêmes libertés, le même accès à l'éducation, etc. Est-ce que pourtant vous avez une idée de en France, parmi les personnes, au cours de leur vie, quel est le pourcentage de personnes qui sera concernées par un handicap, qui soit temporaire ou durable? Pas tout le monde. Qui dit mieux, c'est 40%. Donc 40% des personnes, à un moment, vont être concernées par un handicap. Donc vous voyez que c'est particulièrement surprenant que notre société ne soit pas mieux organisée pour prendre en considération les conséquences d'un handicap pour les personnes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le validisme. On a parlé du religionnisme, et celui qui nous manquait, c'est le classisme, qu'en général, on connaît le mieux, néanmoins. C'est sur la classe sociale, absolument. On va considérer qu'en fonction de là où on est né, de notre niveau de richesse, de notre niveau d'éducation, on va être supérieur ou inférieur, et je pense que vous voyez bien le système qui fait qu'on avantage certaines personnes et on en désavantage d'autres, voilà, avec une reproduction sociale extrêmement importante. Donc là, vous avez... Ah oui, c'est très juste. L'agisme est effectivement, dans cette structure-là, la seule catégorie qui va, a priori, à moins que voilà, il y ait des accidents, concerner tout le monde. Oui. Et du coup, le handicap dont vous parliez, les 40%, ça ne prend pas en compte les handicaps liés à la vieillesse qu'on va subir, la vue, l'ouïe. Alors, donc la question, c'est est-ce que le handicap prend en considération des troubles qui peuvent survenir avec la vieillesse? Si ça le prend en considération, absolument. Donc on est plus de 40% dans ce cas. Bah, on n'a pas forcément d'altération de sa santé en prenant de l'âge. Ça va, en tout cas, sur ces 8 rapports de domination. Vous voyez que dans ces 8 rapports de domination, en fait, c'est important de le prendre en considération que c'est un système global. C'est ce qu'on appelle une approche intersectionnelle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, mais une approche intersectionnelle, elle postule qu'au niveau de l'identité, il n'est pas possible de segmenter. D'accord ? Donc moi, je suis une femme blanche, hétérosexuelle, porteuse d'un trouble bipolaire, d'accord, d'un milieu social, middle class. On ne peut pas segmenter ça dans mon expérience sociale. Et de la même façon, dans l'application des politiques publiques, on ne peut pas segmenter ça non plus. C'est la globalité de ça qui concourt aux inégalités qu'on observe dans la société. Alors chacun de ces rapports de domination se structure d'une manière particulière à travers l'histoire, se manifeste d'une manière particulière, mais c'est la globalité, l'ensemble de ces 8 rapports de domination qui engendre l'inégalité. Ça va ? Oui. Alors, peut-être ces 3 choses, c'est que... Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'être pas raciste, pas sexiste, etc., et pourtant de produire des discriminations? Oui. Absolument. Oui, vous avez une question? Pardon? Dans certains pays, on peut être considéré discriminé par rapport au fait d'être... C'est la religion. Athée, bien sûr, ça va rentrer dans le religionnisme. Bien sûr, oui. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on peut être amené à intégrer ces idéologies, même si on n'est pas en accord avec elles? C'est parce qu'il y a 3
vecteurs dans lesquels on va être en quelque sorte imbibé, on va infuser en fait dans cette culture-là. Donc déjà, il y a tout ce qui est la sphère personnelle. Voilà, les messages que vont nous transmettre nos parents, nos amis, voilà, toutes les personnes qu'il y a autour de nous et dans lesquelles il peut y avoir plus ou moins de représentation. Tout ce qui va être la culture, on en parlait juste avant, mais ça va être les médias, les réseaux sociaux, les films, les chansons, etc., qui transmettent des normes. Et puis il y avoir tout ce qui est les institutions, les politiques publiques, je sais pas, l'école, l'accès à la santé, etc., qui vont aussi renforcer ces messages-là. Et donc, même si on n'adhère pas à ces idéologies, c'est impossible qu'elles ne nous aient pas affectés. C'est comme si on avait des lunettes qui forcément influent sur notre lecture de la société. Donc c'est quelque chose sur lequel, bien sûr, il va falloir être vigilant parce qu'il est impossible dans cette salle que personne n'ait déjà produit une discrimination, que personne n'en ait déjà vécu ou que personne n'en ait été témoin. Ça nous concerne forcément. Ce schéma pour vous montrer comment ça fonctionne en fait sur le fait d'internaliser les rapports de domination. Donc en fait, on va dire que dès tout petit, on va recevoir des messages qui vont plus ou moins valoriser notre identité, nous faire sentir plus ou moins différents, bien vus, mal vus, normal, pas normal. Ces messages, en fait, vont ensuite générer un certain nombre d'émotions qui, si elles sont plutôt négatives, vont en général produire plutôt de la colère, de la peur, de la haine, etc. Et si c'est des messages plutôt positifs, on va se sentir bien, on va même pas se rendre compte en fait, d'accord? C'est tellement un bain dans lequel on baigne que c'est juste qu'on va avoir confiance en nous, pour nous ça pose pas question. Et en fait tout ça mélangé va faire que si je ne m'interroge pas sur ces mécanismes, je vais reproduire ces mécanismes. C'est pas une fatalité, néanmoins, il est aussi possible par un travail de déconstruction de s'émanciper de ces mécanismes. Mais ça demande un travail qui est important à la fois pour identifier quels sont nos privilèges et puis pour regarder quels en ont été les faits. C'est très difficile de voir ses propres privilèges. Ça va là-dessus? Ouais. Donc, si je reprends nos 3 cercles, ici on voit que tout ce qui est en isme, c'est des idéologies, des systèmes de pensée, des systèmes de croyances qui structurent notre façon de voir les choses. Du coup, pour revenir sur xénophobie, homophobie, etc., vous voyez que ce mot phobie, du coup, désigne plutôt un registre émotionnel, d'accord, qui va être un positionnement dans lequel je vais avoir peur, et c'est d'ailleurs ce qui va être renforcé, d'une manière générale, par exemple, par les médias. On va insister sur le fait qu'une catégorie de personnes serait particulièrement dangereuse, et évidemment, le sentiment de peur, de haine, de dégoût qui va intervenir va permettre de légitimer les idéologies. Mais il faut bien être clair que c'est souvent une manière d'euphémiser. Donc si vous prenez les manifestations qu'il y a eu contre le mariage pour tous, ces manifestations, on a considéré que les personnes étaient homophobes, qu'elles faisaient ça par, je sais pas, j'aime pas les gays, d'accord, que c'était sur un registre émotionnel. Mais en fait, il n'y a pas autant de gens qui vont dans la rue simplement parce qu'elles n'aiment pas des gens. Elles vont dans la rue pour défendre un système hétérosexiste, pour faire en sorte que seulement les personnes hétérosexuelles continuent à avoir accès à des privilèges. Donc vous voyez, je vous disais des mots différents pour nommer des choses différentes, c'est extrêmement important de voir ça. Ce n'est pas du tout les mêmes manifestations dans la société. Et alors, la discrimination, si les ismes, on était sur les idéologies, les émotions pour les phobies, la discrimination, ça va désigner quoi? L'action, absolument. Donc, les discriminations, c'est l'acte. C'est l'outil qui va permettre de mettre en œuvre ces idéologies. En fait, s'il n'y avait pas d'acte, je pourrais bien penser ce que je voudrais, ça n'aurait pas de conséquences sur l'organisation de la société. Donc vous voyez, en fait, c'est la combinaison de ces 3 éléments qui génèrent l'oppression dans la société. Si vous retirez les actes discriminants et discriminatoires, il ne se passe plus grand-chose. D'ailleurs, en France, j'ai le droit d'avoir des idéologies
raciste, sexiste, etc. Tant que je ne produis pas des actes, tant que je n'incite pas à produire des actes, mon système de pensée, j'ai le droit de l'avoir. Ce que je n'ai pas le droit de faire, c'est les actes en fonction de ces idéologies. On va du coup maintenant aller regarder ces outils. C'est quoi l'outil de la discrimination? Comment ça fonctionne? C'est un système assez complexe. Et on va dire qu'il y a une base assez simple sur la question de la discrimination qu'on peut regarder avec l'étymologie. Dans discrimination, on a dis qui veut dire deux. On a ation qui veut dire l'effet. Tous les mots en ation, réparation, ça veut dire l'effet de réparer. Et on a le mot crimine qui est un mot latin qui veut dire un point de séparation. Donc, étymologiquement, à chaque fois que je mets un point de séparation entre des objets ou des personnes, des groupes de personnes, je discrimine. D'accord? Donc, tout acte qui va être de séparation, de traitement différencié, étymologiquement, c'est une discrimination. Sauf que quand on va parler ici de discrimination, on va parler de points de séparation qui portent sur l'identité des personnes. Sur l'identité, sur des facteurs sur lesquels je n'ai pas de pouvoir. Alors avec mon associé Nora, on a créé cet outil qui s'appelle la Discrimachine. Et en fait, notre objectif en créant cette machine, c'était d'illustrer par un schéma la complexité des mécanismes discriminatoires. Et du coup, on va voir que la discrimination, on pense souvent, par exemple, à je sais pas, ne pas recruter une personne en fonction de son sexe, de ses origines, etc. Mais en fait, c'est un outil qui est beaucoup plus large. Vous voyez que dans ce schéma, la chaîne, c'est les idéologies hiérarchisantes dont on a parlé et les phobies qui actionnent la machine, mais qui est aussi nourrie par la machine. Alors vous avez le premier rouage, qui est celui de la stigmatisation. La stigmatisation, c'est tout acte qui va concourir à nous faire penser que des personnes sont différentes. Donc, à chaque fois que je vais énoncer un stéréotype, je vais produire de la stigmatisation et nous amener à penser que telle ou telle personne serait différente pour telle ou telle raison. Donc, il faut savoir que le stéréotype, c'est impossible que des personnes dans la salle n'aient pas de stéréotype, c'est un mécanisme cognitif naturel qui la plupart du temps nous fait gagner du temps. Que ce soit pour classifier les objets, ça je ne comprendrais pas que c'est une table si je n'avais pas mes stéréotypes, je serais obligée d'analyser, etc. De la même façon, dans les relations avec les personnes, si par exemple je cherche mon chemin et que je vois une personne qui promène son chien, je me dire, ah, cette personne est sûrement du quartier. D'accord ? Donc mon stéréotype va m'informer, être utile. Mais c'est aussi ce qui va me piéger à certains moments, et qui va m'amener en fait à produire de la discrimination. Dans le reportage, dans le documentaire qu'on a vu ce matin, on voit très bien l'effet du stéréotype. On voit très bien à quel point le stéréotype conditionne les comportements. Et je voudrais vous parler du coup d'une expérience qui a été faite dans les années 60 par un chercheur qui s'appelle Rosenthal. Alors les années 50-60, c'est vraiment le moment phare de la psychologie sociale, c'était l'après-seconde guerre mondiale, et les chercheurs essayaient de comprendre comment ça se fait que les êtres humains avaient pu se comporter de la sorte. Donc cette expérience, elle a été menée par ce chercheur, et donc en fait il va voir une école primaire, une directrice d'école primaire, et il dit voilà, moi j'ai un test qui permet de dépister le retard scolaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui des élèves ne sont pas forcément très bons, mais c'est des élèves qui vont se révéler par la suite et qui vont devenir très bons scolairement. Donc la directrice dit ok, très bien, faisons ce test. Les enfants passent le test, il se passe un test de QI et un test de connaissances, d'aptitude, etc. Sauf que Rosenthal va tirer les enfants au sort. Il va tirer 20% au hasard de ces enfants. Évidemment, il ne va pas le dire, il va revenir voir la directrice en disant c'est ces 20% d'enfants qui s'avéreront être les meilleurs. Les parents sont informés, les enfants sont informés, les enseignants sont informés, tout le monde connaît les résultats. L'année va s'écouler et à la fin de l'année, quand on va repasser des tests, il va s'avérer que ce sont ces enfants qui sont devenus effectivement les meilleurs. Et vous voyez que ces enfants ont gagné 30 points de QI contre 15 pour les autres.